Ça va? Alors, merci d'être ce soir à Lambersart, dans cette terre du Nord-Pas-de-Calais, dans cette terre de labeur et d'avenir, comme on disait sur les autoroutes il y a quelques années, qui est heureuse d'accueillir ce soir la première grande convention nationale de l'UMP sur le courage, avec Jean-François Copé, avec Bruno Le Maire qui a élaboré notre projet, qui est notre ministre de l'Agriculture. Et nous en avons bien besoin ici, avec Éric Woerth, le courageux ministre qui a sauvé les retraites, avec Roselyne Bachelot, ministre des Affaires sociales, de la solidarité, avec Hervé Novelli, le ministre qui a fait énormément pour les PME, avec Valérie Rousseau-Debord, avec Marianne Monchamp, ministre de la Famille, avec Jérôme Chartier, notre spécialiste du budget, avec Sébastien Huyghe, que vous connaissez bien ici, qui est un de ceux qui élaborent le projet, avec Catherine Vautrin, ancienne ministre de la Ville, avec Laure de la Raudière, spécialiste de l'économie numérique, Camille Godin, qui s'occupe de la politique de la ville également, et puis Olivier Carré, député d'Orléans. Et puis, permettez-moi de les citer tout particulièrement, mon ami, mon complice Bernard Gérard, qui a organisé avec toutes les équipes, avec toutes les jeunes pop, ils sont là les jeunes pop, cette convention. On nous avait dit 500 personnes, vous êtes 1000 dans la salle. Et puis, nos amis du Pas-de-Calais qui nous ont rejoints autour de Daniel Fasquelle et de Philippe Rappeneau. Merci Daniel, merci le Pas-de-Calais. Mes amis, ce soir, vous le lisez derrière moi, c'est le rendez-vous du courage. Et je voudrais dire un merci tout particulier, affectueux, à Jean-François Copé. Avec lui, à Hervé Novelli, nous formons un triumvirat dans la direction de l'UMP. Je lui avais dit, Jean-François, je te demande deux choses. Un, s'il te plaît, fais pas toutes les conventions à Paris, viens voir en Provence. Tu connais la vraie France, tu es maire d'une ville. Provence. En Provence. Tu connais la vraie vie, tu es maire d'une ville, Meaux, qui est une ville très intéressante, où il y a beaucoup de logements sociaux, où on sait ce que c'est que la France qui travaille. Sortons un peu du climat écolo, bobo, parisiano du 17e et venez donc ici, dans le Nord-Pas-de-Calais. On va pouvoir parler de l'économie et du social. Je ne vous cache pas qu'avec Bernard Gérard, comme nous sommes séparés par une citadelle et une rivière de la ville de Lille, qu'on s'est dit c'est pas mal aussi de venir chez Martine Aubry. Bon, elle a perdu la primaire, mais enfin c'est comme ça. On est heureux de le faire aussi ici. Et je suis d'autant plus heureux, pour être un tout petit peu plus sérieux, que ça se passe ici, parce que vous savez, le Nord-Pas-de-Calais, après la Deuxième Guerre mondiale qui nous a tant fait souffrir dans toutes les villes de notre département du Nord et dans celui du Pas-de-Calais, il y a un monsieur qui s'appelle le général de Gaulle, qui n'a pas hésité un instant, se rendant compte qu'on changerait d'époque après la guerre, qui n'a pas hésité un instant pour changer la donne monétaire, pour prendre des initiatives internationales, pour lancer une nouvelle dynamique économique de croissance et d'emploi, pour inventer avec les partenaires sociaux un nouveau modèle social. Mes amis, nous y sommes, nous avons changé d'époque et de civilisation. C'est le même défi qui est devant nous avec Nicolas Sarkozy. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les questions qui se posent à nous, c'est que maintenant les pays émergents du Sud-Est asiatique, de l'Amérique du Sud ou d'autres continents qui sont allés à l'assaut des activités de production que nous avions ici, en particulier dans cette terre du Nord. On a connu l'industrie, on a connu la sidérurgie, on a connu le textile. On est une des principales régions agricoles et agroalimentaires, Bruno. Et donc cette région a vu se délocaliser petit à petit une partie de ses activités, notamment sous la gauche. Souvenez-vous, qui a fermé les hauts fourneaux de Valenciennes, c'était Pierre Mauroy en 1981. Et puis on a vu
d'autres dynamiques qui pouvaient se créer. Et puis cette concurrence, ce dumping, comme on dit en langage savant, cette concurrence sociale avec des charges sociales qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, parce que la protection sociale n'est pas financée de la même manière et ne couvre pas autant de choses que chez nous. Avec ce dumping environnemental, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est quelque chose qui va conclure cette convention tout à l'heure, avec tous les problèmes de normes qui nous posent des problèmes aux frontières de l'Europe. Et c'est pourquoi on avait voulu créer cette fameuse taxe carbone, non pas pour taxer plus les Français, mais pour que les produits qui nous viennent de l'étranger soient soumis à la même concurrence que nous et qu'on puisse se battre à armes égales, parce que la France n'a pas à rougir de ses fleurons, la France n'a pas à rougir de son industrie ferroviaire, la France n'a pas à rougir de son transport, elle n'a pas à rougir de son énergie, mais elle veut tout simplement se battre à armes égales. Alors, ce soir, nous allons évoquer tous ces sujets. Nous allons parler de la fiscalité en faveur de la non-délocalisation de nos activités industrielles. Nous allons parler de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous allons parler des filières d'excellence. Nous allons parler du coût du travail, dont tout le monde sait qu'il est un sujet. Et nous allons parler aussi des 35 heures de Madame Aubry qui ont été une connerie dont nous ne nous remettrons jamais assez. Le président de la République a pris des tas d'initiatives pour qu'on puisse essayer de rectifier tout ça. Il est grand temps de remettre cette discussion dans le champ du dialogue social. Si nous voulons inventer le nouveau modèle social de demain, si nous voulons inventer un modèle social où nous prenons un engagement moral vis-à-vis de nos compatriotes et en particulier vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est la fameuse règle d'or, déficit zéro. Nous devons dire que nous ne ferons pas financer à crédit notre protection sociale, que nous ne donnerons pas des avantages injustifiés à un certain nombre d'entreprises ou de particuliers, et nous ne le ferons pas en sacrifiant l'avenir de nos enfants, c'est-à-dire en leur laissant la dette, en leur laissant l'ardoise. C'est ça que nous sommes venus vous dire. UMP, déficit zéro, PS, 255 milliards d'euros et encore, on ne compte pas le nucléaire. Voilà tout ce dont Jean-François Copé va vous parler dans un instant pour vous tracer le tableau de tout ça. Et voilà tout ce que Bruno Le Maire a préparé avec tous mes amis qui sont ici et avec un panel de militants qui va poser des questions. Alors, pour conclure, puisque je sens qu'il est temps que je conclue, on m'a dit n'en fais pas trop, dis pas avec du rose et du vert, on fait du marron ou des choses comme ça. Bon, donc je ne vais pas en faire trop, mais quand même. Tout à l'heure, un journaliste me dit « Mais en fait, qu'est-ce qui vous différencie du programme socialiste ?» Donc j'ai écrit cette petite poésie tirée de La Fontaine pour que chacun comprenne bien. Je m'arrêterai là après, mes amis, rassurez-vous. La cigale socialiste, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la crise fut venue. Reine du hit-parade, elle gazouilla durant l'automne, promettant la lune à chaque personne, mais un jour, ce fut la panade. Quand se pointe l'horrible hiver, après avoir bradé toutes nos centrales nucléaires et épuisé tous les impôts pour financer son programme écolo-bobo, elle alla crier famine chez la fourmi UMP, sa voisine, la priant de lui prêter quelque idée pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai comme la Grèce, lui dit-elle, à la Saint-Glinglin, foi d'animal, intérêt et capital. » Accrochée à son déficit zéro, la fourmi resta sérieuse. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Avec Hollande en pédalo, je chantais pour qu'à chacun je ne déplaise, et je vais perdre les élections à cause de Joly et de Mélenchon. » Vous chantiez, lui dit Copé, vous chantiez gratos, pauvre niaise, en sacrifiant nos enfants. Eh bien, dansez maintenant. Mes chers amis, et là tu m'as bloqué. Mes chers amis, laissez-moi vous dire à mon tour, au nom de toute notre équipe, combien nous sommes heureux, profondément heureux d'être avec vous ce soir, chez toi, mon cher Marc-Philippe, à Lambersart, où nous vous voyons si nombreux, si mobilisés pour ce moment essentiel, puisque avec vous ce soir, avec la première convention que nous organisons sur l'élaboration de notre projet, d'une certaine manière, nous donnons le coup d'envoi pour l'élection présidentielle. Et c'est ici, mon cher Marc-Philippe, à Lambersart.
Je veux à mon tour saluer tous mes amis, avec une mention particulière à Bernard Gérard, mais aussi à Sébastien Huyghe, à tous nos amis parlementaires de ce département du Nord, de toute cette région, et puis de tous les secrétaires nationaux qui nous ont rejoints. Avec Hervé Novelli, Marc Philippe et moi, vous le savez, nous faisons ensemble une équipe avec des secrétaires nationaux venus de partout, toute génération, toute sensibilité, parce que c'est aussi ça, l'UMP, c'est une famille rassemblée dans les moments difficiles. Et le rôle qui est le nôtre, c'est que chacun puisse exprimer ses convictions, ses idées, dans une totale liberté d'expression et de proposition. Puis vient ensuite le moment du rassemblement, derrière le président de la République, Nicolas Sarkozy, avec une idée en tête, servir la France et les Français. Et mon premier mot sera pour saluer et remercier Bruno Le Maire, qui est le délégué général de l'UMP en charge du projet, qui a fait, avec toute notre équipe, pendant toute cette année, un travail fantastique. Pendant des semaines et des semaines, nous avons animé des conventions thématiques, des réunions avec les clubs, les think tanks, les militants dans les fédérations, avec tous les supports possibles, des réunions publiques, Internet, bref, tout ce qui permet à un grand parti politique de faire émerger de toute la France les idées les plus audacieuses, les plus modernes, les plus courageuses. Et c'est à Bruno Le Maire, qui a animé le groupe de travail réunissant toute notre sensibilité pour élaborer ce projet, que je veux témoigner au nom de toute notre famille politique notre reconnaissance et notre affection. Alors, mardi prochain, 29 novembre, nous serons à Lyon. Ce sera le rendez-vous du rassemblement pour parler des grands sujets régaliens, sécurité, justice, immigration, laïcité, éducation. Puis, la première semaine de décembre, nous parlerons de la France dans l'Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, pour ouvrir ces conventions finales, nous allons, pour aborder les questions économiques et sociales de la France d'aujourd'hui et de demain, nous avons souhaité intituler cette convention « Le rendez-vous du courage ». Et ça n'est pas tout à fait un hasard si nous avons choisi de le faire, mon cher Marc Philippe, ici même, dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Parce que c'est aussi l'hommage que nous avons voulu rendre à une terre qui a toujours fait de ces mots de travail, de solidarité, d'effort et de justice. Ces mots sont des valeurs cardinales ici dans cette région du Nord-Pas-de-Calais. C'est une terre profondément marquée par l'ardeur et le talent de ceux qui travaillent, mais aussi par leur générosité. C'est une terre où l'on se bat, génération après génération, pour faire vivre et prospérer la France. Tu évoquais tout à l'heure, Marc Philippe, le souvenir douloureux de la guerre, mais aussi des souffrances du chômage, des stigmates de la désindustrialisation, des blessures de la pauvreté et de l'exclusion. C'est tout cela aussi dont nous avons voulu porter témoignage en présentant ici nos propositions économiques et sociales pour demain. Et si nous avons souhaité ce mot de courage, c'est aussi parce que le moment est venu de proposer aux Français un rendez-vous de vérité et de lucidité. Lorsque, ici ou là, il nous arrive parfois de parler de tout cela, il y a toujours quelqu'un pour nous interroger et dire « Ah mais, donc vous proposez aux Français de la sueur, du sang et des larmes ?» reprenant ainsi la célèbre formule de Winston Churchill. Mais je voudrais ici inviter chacune et chacun à remettre les choses à leur juste proportion. Lorsque Churchill prononçait cette phrase de la sueur, du sang et des larmes, c'était en juin 1940, à une époque où les grands enjeux des populations d'Europe, c'était d'échapper à la guerre, à la violence, à la déportation, à la mort. Aujourd'hui, l'Europe est en paix. L'Europe est une zone de croissance, est une zone de valeurs sociales, économiques, politiques, humanistes. L'Europe est notre bien le plus précieux. Et donc, parler de vérité et de lucidité, c'est inviter chaque Française et chaque Français à prendre conscience, comme l'a dit le président de la République il y a de cela quelques semaines, en s'exprimant devant les Français, que nous sommes certes aujourd'hui en train d'affronter une crise d'une exceptionnelle gravité, d'une très grande ampleur, mais au-delà de cette crise, nous devons proposer aux Français un projet
parce qu'au-delà de la crise, nous sommes en train de changer d'époque. En clair, après, ce ne sera plus comme avant. Et face à cette situation, la mission qui est la nôtre, c'est de proposer à l'occasion de l'élection présidentielle aux Français un nouveau modèle de croissance. Car c'est vrai, nous ne pouvons pas imaginer demain que la croissance puisse continuer d'être financée par plus de dépenses publiques et plus de dettes. Les choses sont claires pour tout le monde. Les messages sont entendus 5 sur 5. D'ailleurs, ne vous y trompez pas. Les leaders socialistes qui aujourd'hui tournent en France et qui, dans leur propre meeting, expliquent aux gens qu'ils vont s'en sortir avec plus de promesses supplémentaires et plus de dépenses supplémentaires, entendent toujours dans la salle des gens pour dire « Ah non, il n'est pas question que la France devienne la Grèce ». Les Français, et on le voit tous les jours, sont de plus en plus lucides sur les exigences de la situation à venir. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, en contraste avec la formule qu'a utilisée François Hollande, qui consiste à proposer aux Français, je cite, de réenchanter le rêve, à des Françaises et des Français qui ont très bien compris que les enjeux ne sont pas là. Nous voulons proposer d'éclairer le chemin. Et d'éclairer le chemin en proposant à chaque Française et à chaque Français cette idée simple. Notre mission pour les années qui viennent, à nous responsables politiques, c'est donc de faire en sorte que les décisions que nous allons prendre, que les réformes que nous allons engager n'auront qu'un objectif, préparer et protéger l'avenir des enfants de France. Préparer et protéger l'avenir des enfants de France. Voilà le fil conducteur du projet que nous proposons pour les Français. Rien à voir avec tel ou tel gadget, telle ou telle dépense publique supplémentaire, telle ou telle invention qui coûtera beaucoup d'argent sans jamais résoudre les problèmes. Notre idée est d'être cohérent et d'assumer que les temps ont changé. Personne n'aurait imaginé que la Chine vienne aujourd'hui nous donner des leçons de bonne gestion. Personne n'aurait imaginé que la zone euro se trouve aujourd'hui confrontée à ses responsabilités en termes de gouvernance économique. Personne n'aurait imaginé que nous soyons, nous Français, confrontés aussi vite à un choix stratégique pour l'avenir. Et pourtant, c'est ainsi. Et notre grande chance, c'est d'avoir pour nous 5 années durant lesquelles, avec Nicolas Sarkozy, avec le gouvernement, avec la majorité, nous avons conduit des réformes d'une ampleur exceptionnelle, avec un courage qu'à l'évidence, la gauche n'a jamais eu. L'exemple de la réforme des retraites, cher Éric, l'exemple du Grenelle de l'environnement, de la réforme des universités, l'exemple du service minimum dans les transports en commun, bref, tout ce qui a fait la différence, sans parler des sujets de sécurité et de justice que nous évoquerons la semaine prochaine. Je veux vous dire que sur ce sujet, les conditions sont prêtes maintenant pour proposer aux Français de passer à une nouvelle étape dans le travail de réforme que nous avons engagé avec le Président de la République. Et c'est là-dessus maintenant que je souhaiterais vous livrer un certain nombre de réflexions qui vont être déclinées tout au long de cette soirée. Alors d'abord, le premier point, il est très simple. Le premier rendez-vous de courage, c'est de dire que le prochain quinquennat sera le quinquennat de la règle d'or budgétaire. Parce que les choses sont ainsi, il va nous falloir donc imaginer demain une autre manière de construire la croissance économique. Ça veut dire qu'il nous faudra produire plus et dépenser moins. Et l'exemple de l'Allemagne montre que ce défi est parfaitement à notre portée. Nous l'avons montré nous-mêmes en maîtrisant la dépense publique. Et donc, à partir de là, la clé pour nous, elle est très simple. La croissance de demain, elle ne sera pas portée par des déficits, elle ne sera pas portée par des dépenses publiques, elle sera portée par un objectif, réindustrialiser la France. Nous allons mettre le Made in France en concurrence avec le Made in Germany, en concurrence positive, en concurrence saine, amicale, mais au bon sens du terme. Car c'est vrai, les Françaises et les Français, on le sait bien, on n'a pas de pétrole, on est bien d'accord. Mais on a notre première richesse qui est nous-mêmes, les hommes et les femmes qui portent l'économie française. Et donc le Made in Germany face au Made in France, c'est en réalité la mise en commun de 2 pays, de 2 économies qui, depuis le général de Gaulle et Adenauer, la main dans la main, portent l'Europe de demain. Eh bien voilà ce sur quoi nous allons travailler. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous proposons dans notre projet, c'est de créer les conditions pour empêcher à tout prix les délocalisations,
relocaliser notre activité économique en France. Et vous le voyez, c'est le plus beau défi pour les Françaises et les Français. Pour cela, il y a quelques clés. La première d'entre elles, Marc Philippe l'évoquait tout à l'heure, elle consiste à considérer que nous devons inviter les Françaises et les Français à travailler plus et mieux pour valoriser ce que nous savons faire de mieux dans tous les domaines, avec un appareil éducatif à moderniser. Donc oui, les 35 heures, ça ne doit pas être tabou. D'ailleurs, nous les avons très largement assouplis ces dernières années. Mais l'objectif, c'est de poser un rendez-vous de bon sens, parce que c'est vrai, on ne travaille pas de la même manière dans le BTP, dans le numérique, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie automobile. Imaginons donc demain que dans les branches, dans les entreprises, on négocie le temps de travail et que, du coup, la situation ne soit pas la même d'une entreprise à une autre, d'un secteur à un autre. Et dans le même temps, nous allons imaginer une fiscalité qui soit anti-délocalisation. C'est-à-dire qu'au lieu que la fiscalité de la protection sociale pèse uniquement sur les charges du travail, on va imaginer demain d'alléger les charges qui pèsent sur le travail, et notamment les cotisations familiales, et de les faire financer par d'autres impôts. Par exemple, imaginez un bout de TVA, un bout d'impôt sur les sociétés, de la fiscalité écologique au niveau européen, bref, tout ce qui permet d'alléger le coût du travail et de faire en sorte qu'ainsi nos entreprises, nos salariés gagnent en compétitivité par rapport aux autres pays. Va s'ajouter à cela naturellement cette idée majeure que les PME seront les acteurs majeurs pour demain aux côtés des grandes entreprises françaises. On va mettre les PME en haut du podium. Elles vont être des PME conquérantes, à l'image des PME allemandes. Les petites entreprises resteront à ce qu'elles souhaitent, mais celles qui veulent croître, on va alléger leurs charges, on va alléger leurs contraintes, on va faciliter l'accès au financement non bancaire, on va les aider à s'adosser sur les grandes entreprises pour aller chercher la croissance là où elle se trouve, à l'export, dans les pays émergents. Ce sera là aussi un élément essentiel. Libérer le travail, l'organisation du travail par la négociation, avoir une fiscalité anti-délocalisation, mettre les PME au cœur du projet de demain, s'ajoute naturellement à ça le quatrième élément, c'est d'avoir une stratégie de filière économique. C'est vrai, nous le souhaitons ardemment, nous avons des richesses extraordinaires à travers des secteurs comme l'agroalimentaire, le numérique, le BTP, l'automobile, les services. Dans tous ces domaines, il faut libérer les énergies et mobiliser à l'image de ce que nous avons fait avec les grands pôles de compétitivité. J'y ajoute évidemment une mention particulière pour la filière nucléaire. Je vous le dis très clairement, bien sûr que dans le domaine de la politique énergétique, il ne faut pas craindre de développer les énergies renouvelables. Mais le nucléaire aujourd'hui est une garantie majeure d'indépendance nationale, une garantie majeure pour la facture d'électricité des Français, une garantie majeure pour l'emploi. J'ai eu un petit débat la semaine dernière avec Jack Lang, un grand moment. Je lui ai montré la carte de France avec tous les sites nucléaires et je lui ai demandé de jouer aux fléchettes pour qu'il désigne les 24 fermetures de réacteurs qui sont prévues par le projet socialiste sous-traité au vert. Et je lui ai dit clairement qu'avec ce type de projet, le Parti socialiste était en train de présenter le plus grand projet de licenciement social jamais réalisé dans une filière d'excellence. Et ça, nous le combattrons. Enfin, le courage, c'est bien sûr d'avoir en tête que l'UMP, notre famille politique, milite et militera toujours pour que la République française, ce soit la République des droits et des devoirs. Et que si nous œuvrons tous à préserver le modèle social auquel nous sommes profondément attachés et qui est un élément majeur pour la protection de nos enfants demain, il n'en reste pas moins qu'un modèle social généreux comme le nôtre, car il est un des plus généreux en Europe et dans le monde, et c'est ce qui honore notre pays, ne doit en aucun cas se transformer en assistanat. Et au même titre que nous sommes déterminés à lutter contre les fraudes sous toutes leurs formes, et tout à l'heure nous aurons l'occasion d'en parler, eh bien de la même manière, nous rappellerons sans cesse qu'à aucun moment les revenus de l'assistance et de la solidarité ne doivent être au même niveau que les revenus du travail. Et vous le verrez, nous avons dans ce domaine un certain nombre de propositions très concrètes à vous faire. Voilà, mes chers amis, ce que va être le débat de cet après-midi et qui va porter notre projet économique et social. Tout cela, naturellement, avec un objectif,
Notre projet est à 0 € de dépenses publiques supplémentaires, très éloigné de la démarche socialiste, vous l'avez bien compris. Une idée nous anime et une seule, je l'ai dit au début de mon propos, préparer et protéger l'avenir des enfants de France. C'est à cela que nous allons travailler ensemble, avec le Président de la République, avec l'ensemble de notre équipe ici. Et je veux, à titre personnel, si vous me le permettez, vous dire une dernière chose. Être secrétaire général d'un mouvement aussi extraordinaire que l'UMP, dans sa diversité, dans son audace, dans sa mobilité, dans son enthousiasme au quotidien, est une tâche exaltante. C'est un moment de rencontre unique avec la France d'aujourd'hui et de demain. Et la mission qui est la mienne, elle est aussi d'en appeler chacune et chacun d'entre vous à la mobilisation générale. Parce que les temps sont difficiles, parce que la présidentielle à venir sera un rendez-vous extrêmement important, car de ce qui sortira des urnes, c'est-à-dire du choix des Français, dépendra les grandes orientations stratégiques pour les années qui viennent. Et c'est vrai, comme beaucoup de mes amis, je ressens le besoin que les Français aillent voter. Car dans ces moments si difficiles, nous avons besoin de la légitimation du peuple français par le suffrage universel. C'est ce qu'a voulu le général de Gaulle, c'est ce qui fait de la Ve République une république majeure qui invite chaque citoyen à déterminer à travers son choix ce que sera l'avenir de notre pays. C'est donc un rendez-vous essentiel et je peux vous dire ici combien c'est pour moi une grande fierté d'animer au milieu de vous cette grande formation politique au service du Président de la République et au service de la France. Merci beaucoup. Jean-François Copé, merci beaucoup. Merci Jean-François Copé, merci Marc-Philippe Daubresse et merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir et de vous accompagner surtout. Mais celle qui va vous accompagner, qui va animer ce débat, je vous la présente, c'est Valérie Rousseau-Debord, que vous applaudissez s'il vous plaît. Bonsoir. Valérie Rousseau-Debord est députée de Meurthe-et-Moselle, elle est déléguée générale adjointe en charge du projet au sein de votre parti, au sein de l'UMP. On va aborder beaucoup de débats. La règle du jeu qui a été donnée dès le début par Jean-François Copé, on va se parler sans tabou, sans langue de bois. Et puis, monsieur le secrétaire général, vous avez souhaité ce soir accueillir sur scène, au milieu de toutes les personnalités présentes, vous avez surtout souhaité accueillir des Français, tout simplement, qui viennent nous parler de leur quotidien et qui sont venus interpeller ce soir toutes les personnalités ici présentes. Ils sont chefs d'entreprise, ils sont chômeurs, ils sont commerciaux, ils sont à la retraite. Ils ont certainement des choses à dire, des témoignages à apporter et beaucoup de choses à demander. Ce sont avant tout des militants de l'UMP que nous avons souhaité évidemment intégrer avec nous parce que la première richesse de l'UMP, c'est vous, c'est les militants. Et c'est important de le souligner. Merci beaucoup Valérie Rousseau-Debord. On va commencer dans un instant. Produire en France, ce sera notre première partie. Je vous propose de regarder tout de suite un petit film d'introduction pour planter le décor, savoir ce dont on parle. Et juste après, je laisserai la parole à Bruno Le Maire. On regarde. Pour lutter contre le chômage et créer des emplois, il faut soutenir les entreprises. Depuis 2007, nous avons encouragé la France qui entreprend en agissant dans 3 directions. Simplifier, accompagner, protéger. Nous agissons pour lever les blocages que connaît l'économie de notre pays à travers l'adoption de 2 lois. La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite TEPA et la loi de modernisation de l'économie dite LME. Nous agissons pour créer les meilleures conditions à la création et à la gestion d'entreprises. Nous avons simplifié le régime fiscal et juridique des entreprises et une procédure de déclaration spécifique pour les PME a été mise en place. De plus, nous avons réduit les délais de paiement pour les petites et moyennes entreprises et depuis 2008, nous les avons exonérés des conséquences financières lors du franchissement des seuils de 10 et 20 salariés. La loi LME et la loi TEPA ont permis effectivement aux entrepreneurs de prendre un peu plus de risques, notamment pour l'emploi, parce qu'effectivement en ayant une meilleure trésorerie, ça permet d'embaucher plus vite. La loi LME nous a permis de nous développer plus rapidement, tout simplement en ayant des crédits plus rapidement auprès de nos banques et donc de penser directement à notre activité. Je crois que cette mesure de séparation des biens dans la loi LME est une mesure phare, tout simplement pour assurer les entrepreneurs. On prend déjà assez beaucoup de risques à titre personnel et effectivement cette séparation nous permet d'être plus confortables et moins soucieux de notre patrimoine.
C'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que l'on aura battu dans ce pays tous les records en matière de création d'entreprises. En matière d'entreprises classiques, mais aussi avec ce nouveau régime qui a bouleversé la donne, qui est le régime de l'auto-entrepreneur. Depuis le 1er janvier 2009, près de 750 000 Françaises ou Français ont choisi de créer leur activité sous ce nouveau régime ultra simplifié. Entre 2003 et 2008, le nombre de créations d'entreprises a plus que doublé. 2009 a été une année exceptionnelle pour la création d'entreprises. Malgré la crise internationale, 75% d'entreprises en plus ont été créées entre 2008 et 2009. En 2010, la création d'entreprises a continué à progresser. Plus de 600 000 entreprises ont été créées, dont plus de la moitié en auto-entrepreneurs. L'UMP avait fait le pari de favoriser la création d'entreprises en France. Pari gagné, car les résultats sont à la hauteur des attentes. Plus d'1,5 million d'entreprises ont vu le jour entre 2008 et 2010. Nous sommes en 2008. La France, comme le monde entier, est touchée par la plus grave crise économique depuis 1929. Partout dans le monde, des entreprises ferment. En France, le président de la République a immédiatement fait le choix d'apporter 18,5 milliards d'euros de soutien aux PME en difficulté, sauvant ainsi plus de 20 000 entreprises. Des aides spécifiques au secteur automobile sont développées et permettent de relancer les ventes de voitures. Dans cette période difficile, le plan de sauvetage des banques mis en place par Nicolas Sarkozy a permis de protéger l'épargne des Français sans que cela ne coûte un centime aux contribuables. L'action efficace et déterminée de Nicolas Sarkozy a protégé la France et les Français des conséquences de la crise. Vous pouvez applaudir ceux qui ont réalisé ce film qui vous est proposé ce soir. Nous entrons dans le vif du sujet et nous allons planter le décor tout de suite avec vous, Bruno Le Maire. Je le disais, vous êtes le seul à être autorisé à vous lever ce soir parce que j'ai envie que vous nous plantiez le décor. On va avoir 2 débats ce soir, 2 rencontres. Je vous laisse nous planter ce décor si vous voulez bien, monsieur le ministre. Et je rappelle que vous êtes évidemment en charge du projet au sein de l'UMP. Bonsoir, bonsoir d'abord à tous les militants qui sont présents ici. Bonsoir aux militants du Nord, bonsoir aux militants du Pas-de-Calais que nous n'oublions pas. Vous êtes venus nombreux nous soutenir. Bienvenue à tous et vous allez voir qu'ensemble, nous allons bâtir un magnifique projet pour la France et pour tous les Français. Notre projet à nous, ça ne sera pas un projet négocié sur un coin de table, circonscription contre centrale nucléaire. Nous, ce sera un projet bâti sur des idées, sur des convictions, sur une certaine vision que nous avons de l'avenir de la France. Nous avons une idée simple. Nous pensons que la France doit rester une grande terre de production industrielle, qu'elle doit rester une grande terre de production agricole. Et je le dis ici chez Marc-Philippe Daubresse, dans cette région qui est une grande région industrielle, une grande région agricole, qui a souffert des délocalisations, qui souffre encore du chômage, qui a souffert en matière d'agriculture, nous avons les moyens de réussir dans le monde tel qu'il est. Nous avons les moyens pourvu que nous prenions ensemble les bonnes décisions. Alors quand on regarde, pour planter un peu le décor, notre conviction ici, notre famille politique, avec Jean-François Copé, avec l'ensemble des députés qui sont présents, c'est que nous n'avons pas toujours su faire les bons choix économiques et pas toujours su faire les bons choix sociaux. Et que nous nous sommes mis un certain nombre de bâtons dans les roues et que les Français qui sont ici, que vous représentez ici, nous demandent d'arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues et nous demandent de libérer leurs énergies. Ils ont assez qu'on leur explique que pour chaque nouvelle mesure, pour chaque nouvelle décision politique, il faut à chaque fois une nouvelle taxe, un nouvel impôt, une nouvelle dépense publique. Ils nous disent assez de dépenses publiques. Ils en ont assez qu'on leur explique que croissance doit rimer nécessairement avec impôt ou avec intervention publique supplémentaire, alors que croissance et emploi, première préoccupation des Français, ça doit rimer avec innovation, ça doit rimer avec recherche, ça doit rimer avec formation professionnelle, ça doit rimer avec formation des jeunes, ça doit rimer avec plus de travail, ça doit rimer avec sortie négociée des 35 heures que nous proposons ce soir pour libérer les énergies des entreprises. Ils en ont assez qu'on leur explique que les entreprises sont la source de tous les maux dans cette société,
Alors que nous, ici, nous sommes convaincus et nous savons que ce sont les petites et moyennes entreprises, ce sont les TPE, ce sont les commerçants, ce sont les artisans qui créent la richesse, qui créent l'emploi en France et que ce sont eux qui doivent être soutenus. Oui, ce quinquennat devra être le quinquennat des PME conquérantes, des TPE conquérantes, des commerçants, des artisans, de tous ceux qui créent de la richesse dans notre famille et en France. Ils en ont assez qu'on leur explique également que toutes les filières qui marchent en France, toutes les filières d'excellence, sont aussi celles que l'on doit brader sur l'autel d'un certain nombre de négociations. Je ne reviens pas sur le nucléaire, mais sur l'agriculture. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi que nous revenions, comme nous le faisons depuis près de 3 ans, à une agriculture conquérante qui a les mêmes règles, les mêmes normes que celles de ses grands voisins européens, mais à qui on n'inflige pas des règles, des normes, une administration plus lourde que celle de tous ces autres grands voisins européens. Là aussi, défendons nos atouts et nous réussirons. Ils en ont assez également qu'on leur explique que pour soutenir ceux qui le méritent réellement, qui ont eu des difficultés au chômage et qui méritent d'être soutenus, qu'au nom de ce principe de solidarité qui est juste, on ait développé petit à petit un assistanat généralisé plus rentable que le travail qui, lui, ne correspond pas à la réalité des situations, n'est plus supporté par un certain nombre de Français qui veulent et nous demandent que notre société repose sur des droits, mais aussi sur des devoirs, et que le travail reste plus rémunérateur que l'assistanat. À cela aussi, nous voulons répondre ce soir. C'est tous ces grands enjeux que nous voulons poser. Les militants vont poser des questions, nous allons y répondre et nous allons bâtir un projet qui, je crois, sera le reflet de tous les équilibres de notre famille politique, de toutes ses sensibilités et qui nous permettra de convaincre les Français de gagner en 2012 derrière le président de la République, derrière Nicolas Sarkozy. Merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Merci à vous pour cette introduction. Valérie Rousseau-de-Bord rentre dans le vif du sujet. Oui, merci Bruno. Alors, on va commencer avec notre premier militant de ce soir, Pascal L'Herbier. Vous êtes chef d'entreprise d'une PME de 60 salariés. Vous avez une question, je crois, à poser. Allez-y. Oui, bon, tout d'abord, bonsoir à tous. Je voulais dire justement qu'au niveau des effets bancaires, ma question, elle concerne essentiellement l'accompagnement des sociétés comme la nôtre, notamment en PMI, parce qu'en fait, je ne fais pas que PME, mais on fabrique aussi en France. Et on est rarement bien accompagné, notamment pour investir, pour pouvoir acheter des machines. Et on se demande, nous, en tant que chef d'entreprise, ce que font les banques avec notre argent, entre guillemets, puisqu'en fait, il n'arrive pas dans l'entreprise. Et également le poste client qui est assez difficile à faire financer. Catherine Vautrin, qui est juste à côté de vous, vice-présidente de l'Assemblée nationale, va vous répondre. Merci. Alors d'abord, je voudrais dire que tout à l'heure, on a rappelé qu'on avait gagné le pari de la création d'entreprises. En vous écoutant, je voulais redire que notre objectif, c'est maintenant gagner le pari de faire grandir les entreprises, parce que la France a une myriade de toutes petites entreprises, elle a des très grands groupes, et ce qui nous manque finalement, c'est la taille intermédiaire. Parce que cette taille-là, c'est celle qui crée de l'emploi. Parce que sur le territoire, vous venez de le dire, vous produisez en France, vous créez de l'emploi. Alors maintenant, comment est-ce qu'on répond aux questions ? Il y a des choses qui ont été faites. On a parlé tout à l'heure de la loi de modernisation de l'économie. Quand vous parlez du poste client, on pense tout de suite aux délais de paiement. Et là, on a raccourci les délais de paiement. C'est clairement une première réponse. Maintenant, il y a des réponses nouvelles que nous mettons dans le projet et auxquelles nous sommes attachés. La première, c'est celle de l'autofinancement. Comment est-ce qu'on peut aider votre autofinancement ? En travaillant sur l'impôt sur les sociétés dès lors qu'il est lié à votre stratégie de croissance. Parce que là, il y a un lien direct entre la stratégie de l'entreprise et la capacité à se financer. Deuxième idée, comment est-ce qu'on peut augmenter vos fonds propres ? Là aussi, on est sur une approche qui est une approche pour l'entreprise. Eh bien, on peut le faire avec des fonds d'investissement stratégiques en région, par filière, spécialisés et adossés à un concept qui marche, celui des pôles des compétitivités. Et puis la conclusion, c'est les relations avec les banques. Parce que oui, les banques doivent être un outil de financement de notre économie. Voilà les points sur lesquels nous voulons nous mobiliser pour faire gagner le pari de l'entreprise innovante et de l'entreprise qui grossit pour le pays et pour l'emploi. Merci Catherine Vautrin de cette réponse apportée. Pascal L'Herbier, alors Madame Vautrin a d'ores et déjà apporté des éléments de réponse. Est-ce que vous êtes satisfait de ces éléments de réponse ?
Disons que, oui, j'espère que je ne vais pas me faire un ennemi de mon banquier maintenant, s'il me voit à la télé. Non. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est... Vous ne seriez pas le seul, en tout cas. Non. C'est une autre problématique de l'entreprise, Oui. c'est la difficulté que nous avons à gérer tout ce qui concerne en fait les tâches administratives qui sont de plus en plus lourdes. Et effectivement, il y a Internet qui normalement doit nous aider un peu, mais le problème c'est qu'on doit investir et on a du personnel qui parfois n'est pas toujours formé à travailler sur le réseau. On n'a pas toujours des bonnes communications réseau, donc tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est impôts, etc. On a de grosses difficultés à gérer par Internet. Moi, ce que j'entends là, c'est vraiment un doigt pointé sur les fameuses simplifications administratives que l'on attend. Qui peut répondre à ça? Frédéric Lefebvre, certainement. On vous donne un micro là-dessus. Frédéric Lefebvre, vous l'entendez régulièrement, cette demande. Simplifiez-nous la vie. Mais je ne fais pas que l'entendre. Nous sommes en train d'agir et on va faire un acte 2 de la simplification. Vous savez, la complexité administrative, c'est une des difficultés majeures de nos entreprises. Avec 50 jours ouvrés en moyenne par an passés à remplir de la paperasserie administrative. Oui. On est la 5e puissance économique du monde et on est dans le même temps au 127e rang mondial en matière de complexité. C'est la raison pour laquelle, d'abord, vous le savez, le président de la République a engagé la révision générale des politiques publiques pour réorganiser l'État. Et là, c'est une simplification du haut vers le bas, mais on a engagé, il y a quelques mois, les assises de la simplification pour créer une dynamique du bas vers le haut. Ces assises, ça a permis dans tous les départements de France d'aller à la rencontre des acteurs économiques, des chefs d'entreprise. J'ai annoncé 80 décisions. Je ne les ai pas sorties des tiroirs de l'administration. J'ai été les chercher dans les entrepôts, dans les magasins, auprès des acteurs économiques. Et on est aujourd'hui dans un dispositif, ça a été chiffré par le cabinet Ernst & Young, à 1 milliard d'euros qu'on va rendre aux entreprises. Alors je pourrais vous annoncer et vous multiplier les annonces sur les 80 décisions, mais je vais surtout vous dire que le 1er décembre prochain, je vais annoncer un nouveau train et une accélération de ces simplifications. Et j'ai été aux Pays-Bas. Ça fait 10 ans que ce pays a engagé la simplification. On va, à l'image du Pays-Bas, se donner des objectifs quantifiés, prendre des mesures structurelles. Il faut notamment, quand on a un texte de loi qui complexifie, que automatiquement, dans le même texte de loi, on puisse simplifier la vie des entreprises. Et puis, juste d'un mot, parce que... Je vous laisse terminer, oui. C'est très important. Vous avez évoqué à l'instant la question du crédit. Catherine vous a répondu, mais je veux dire dans la période qui est la période d'aujourd'hui, avec une crise économique mondiale que l'on connaît, qui est multiforme, avec des difficultés qui sont devant nous pour les entreprises. D'abord, j'ai mis en place un numéro soutien TPE-PME et toutes les entreprises qui ont des difficultés de crédit peuvent être mises en relation directement avec les services du médiateur du crédit. Ça, c'est pour tout de suite. De la même façon, quand il y a des problèmes de complexité administrative, être mis en contact avec le correspondant PME que j'ai nommé dans chaque département, parce qu'il faut qu'on soit aux côtés des entreprises. Et merci de le souligner ici, Frédéric Frédéric Lefebvre. Il faut donc qu'on soit, comme Jean-François Copé l'a dit tout à l'heure, l'État doit être partenaire des acteurs économiques, notamment des TPE et des PME, parce que dans notre pays, vous savez, nous affrontons, c'est une réalité, la mondialisation, qui est la globalisation, qui est l'uniformisation. Et on a une chance qui est formidable, c'est que la France, c'est le pays de l'immatériel, des savoir-faire, les artisans. C'est en même temps le pays de l'innovation et de la création. C'est la raison pour laquelle on marie aujourd'hui des artisans, des designers dans leur époque. Merci. Non mais vous savez, j'ai compris. Juste une question, Frédéric. La France, c'est aussi le pays des seuils. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Alors sur les seuils, c'est un vrai sujet. On a d'ailleurs déjà fait un certain nombre de choses fortes sur les seuils. Et moi, je vous propose d'y répondre une autre fois, si vous voulez bien. Mais ça a été rappelé dans le petit film tout à l'heure. Mais sur les seuils, pour ça. Sur les seuils, il faut que nous allions plus loin sur les seuils. Il est temps de poser, par exemple, la question des seuils sociaux. Il y a aujourd'hui, ça coûte en nombre d'emplois 20 à 40 000 emplois dans notre pays. Et donc, il faut poser cette question. Il y a aujourd'hui des négociations paritaires. Il faut qu'elles soient accélérées. Ça fait partie des sujets sur lesquels, tout à l'heure, Jean-François Copé employait le mot courage. Ouais. Il faut du courage. C'est le moment.
Merci pour ça, Frédéric Lefebvre. Merci, merci Frédéric. Une militante qui est avec nous également. Caroline Vanier, vous êtes chirurgien dentiste. Vous êtes pleinement ancrée dans la vie professionnelle, dans la vie active. Militante également à l'UMP. Qu'est-ce que vous avez comme question, vous, à poser à un de nos panels de dirigeants? Bonsoir. Depuis le début de la crise, on nous parle constamment de la réindustrialisation. Donc je me demande si c'est possible, parce que j'ai l'impression que rien ne va, et au contraire, c'est la catastrophe. Toutes nos usines ferment petit à petit, soit parce qu'elles n'ont plus de commandes, ou soit parce qu'elles vont s'installer dans les pays émergents, la Chine, le Brésil. Alors je pense que finalement, est-ce que ce n'est pas les 35 heures qui sont la cause de tout ça? Et bientôt, quand est-ce que vous allez nous en débarrasser de ces 35 heures? Alors la meilleure personne pour vous répondre, je crois que c'est Hervé Novelli. On vous passe le micro, à qui on va donner Hervé un Novelli. micro. Voilà. Tout de suite, merci, merci pour cette question, madame. Hervé Novelli, c'est à vous. Bien, les 35 heures, c'était il y a maintenant 11 ans. Eh bien, je crois qu'on peut maintenant tirer un bilan. Le bilan des 35 heures, ça a d'abord été une régression économique de grande ampleur. En 2000, on avait un coût du travail par rapport à nos amis allemands qui était inférieur de 10%. En quelques années, notre avantage compétitif en matière de coût du travail avait disparu. Et donc, ça a d'abord été la suppression de l'avantage compétitif du coût du travail à partir de 2000. Deuxième élément, ça a été un gouffre financier, puisque, on le sait, ça coûte encore aujourd'hui 12 milliards d'euros, déguisés sous forme d'allègement de charges, mais que chaque année, l'État doit débourser pour compenser des 35 heures qui ont donc été imposées il y a plus de 10 ans. Et puis troisièmement, on le sait bien, ça a modifié la donne sociale, bien sûr, ce sont les petits qui ont été frappés, mais aussi la donne sociétale. Alors, depuis 2007, on n'est pas resté inerte. Le président de la République a souhaité qu'il y ait cette défiscalisation des heures supplémentaires pour permettre aux gens de pouvoir travailler au-delà de ces 35 heures. 9 millions de salariés ont pu ainsi voir leur pouvoir d'achat s'améliorer. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut aller plus loin. Et ce que nous proposons, c'est de sortir des 35 heures, non pas par la contrainte, telle que ça avait été imposé il y a 12 ans, mais par la négociation, branche par branche, entreprise par entreprise, s'il le faut. Négocier, faire en sorte que la convention, le contrat, la négociation l'emporte sur la contrainte législative, c'est la proposition de l'UMP et on peut imaginer qu'il y ait eu le quinquennat de l'urgence sociale. Nous avons eu à faire face à une crise d'une exceptionnelle ampleur. Mais demain, je souhaite que le quinquennat que Nicolas Sarkozy fera soit un quinquennat du contrat, de la négociation, de la concorde, de la liberté laissée à la société civile de s'organiser. C'est cela que je souhaite pour notre pays. C'est ce qui se fait ailleurs, dans les pays qui réussissent. Il n'y a aucune raison que nous n'adaptions pas notre modèle à ce qui marche autour de nous. Merci Hervé Novelli pour cette intervention. On parle de 35 heures, justement. On parle de 35 heures. Je voudrais vous présenter Nadine Saumon qui est avec nous. Bonsoir madame, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes militante, mais vous êtes là à notre titre. Vous êtes déléguée syndicale FO. Oui, tout à fait. Une question que vous aviez à poser ce soir. Alors, je voudrais rebondir sur les 35 heures et notamment sur un fait marquant de ces 35 heures, c'est le gel des salaires. Tout le monde est concerné et ça perdure. Et je voulais savoir ce que le gouvernement comptait faire pour augmenter les salaires. Alors, je vais inviter Olivier Carré à vous répondre, si vous voulez bien. Olivier Carré, vous êtes député du Loiret, secrétaire national en charge des stratégies économiques. Une réponse à Nadine qui se pose cette question ce soir. Alors, Hervé Novelli l'a rappelé, il y a eu déjà les heures supplémentaires. C'est 9 millions de salariés et c'est 12 milliards qui ont été versés et qui ont amélioré le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui étaient bloqués par les 35 heures. Mais de toute façon, il n'y a pas que la question des 35 heures. Elle est fondamentale, Hervé l'a bien décrit. Mais globalement, en France, on a chargé la feuille de paye du financement de l'essentiel de la protection sociale. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui ne peut pas marcher parce qu'on est le seul pays où on a atteint des proportions qui aujourd'hui bloquent justement la machine. Deux chiffres très simples. Quand vous allez toucher 1 500 € dans la poche,
votre employeur, lui, il a versé un petit peu plus de 3 000 € en tout, c'est-à-dire les charges plus votre salaire. Eh bien, vous seriez en Allemagne pour toucher la même chose, c'est à peu près 2 400 € qu'il aurait dû verser. C'est donc un différentiel qui est énorme et qui ne peut pas perdurer à partir du moment où on veut remettre la France dans le coup. Bien Alors sûr. pour ça, on met sur la table aussi une autre proposition qui est que les allocations familiales, notamment, qui sont payées essentiellement par la feuille de paye, soient payées par une fiscalité anti-délocalisation qui prenne sa source en France, mais aussi en Europe, avec justement un effort commun pour mieux se protéger vis-à-vis de l'extérieur et en même temps alléger le coût du travail en France. Merci de le préciser, Olivier Carré, comme ça. Merci beaucoup. Valérie Rousseau-Debord, d'autres questions, d'autres témoignages? On a avec nous un tout jeune avocat, Nicolas Papiachvili. Vous avez 27 ans. Vous avez vous aussi souhaité vous engager à l'UMP. Quelles questions vous souhaitez poser aujourd'hui en matière économique? Bonsoir. Je me permets de réagir sur ce que je viens d'entendre. Et je me rappelle, il y a 2 ans, notre constructeur automobile PSA avait été largement aidé par l'État français. Aujourd'hui, PSA licencie des personnes, supprime des postes, notamment dans ses centres de recherche, pour les renforcer en Chine. Alors, on peut s'interroger. Je me demande à quoi tout cela peut servir, et je me demande surtout si le combat n'est pas perdu d'avance. Je vois bien venir votre question. Oui. Qui répond? Je crois que ça va être un député du Nord, Sébastien Huyghe. Sébastien Huyghe, vous êtes député du Nord et secrétaire national en charge des professions juridiques et judiciaires. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors c'est vrai, il est essentiel de conserver dans notre pays les centres de recherche et les centres de décision. Et pour cela, nous avons plusieurs outils. Certains, nous les avons mis en œuvre, il faut les pérenniser. Le premier, c'est le crédit impôt recherche, qui fait qu'une entreprise qui fait de la recherche et du développement va pouvoir avoir un crédit d'impôt à hauteur de 30% de ses dépenses. Ça a eu beaucoup de succès et nous allons le pérenniser. La deuxième chose, c'est de faire travailler de manière plus étroite les universités et les entreprises. Quand vous allez sur un campus américain, vous voyez que les entreprises sont à l'intérieur du campus. En France, il y a une césure, une séparation infranchissable entre les entreprises et l'université. La réforme des universités a commencé à réparer cette erreur et nous devons aller plus loin. C'est un des projets du prochain quinquennat. Et puis, une mesure qui est proposée également par l'UMP, c'est pour les PME qui ont du mal à déposer des brevets, puisque ça peut coûter cher dans certains cas, puisqu'il faut déposer le brevet dans l'ensemble des pays où on veut protéger la recherche et l'innovation. Eh bien, nous proposons que le premier brevet soit gratuit pour l'ensemble des PME. Merci de proposer tout cela. On va interpeller d'autres personnes qui ont des questions à poser certainement. Jean-Bernard Savary, bonsoir monsieur. Vous êtes un militant et vous êtes ici au titre, vous êtes universitaire, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille. Une question certainement, qu'est-ce qui vous taraude ce soir? Bien, merci monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Le rôle, l'une des missions d'un universitaire, c'est bien entendu de développer des programmes de recherche. Oui. Nous sommes bien conscients que l'économie n'est peut-être pas dans sa meilleure forme, pourtant sont financés un certain nombre de très grands projets, de très beaux projets, oui. Parfois des projets très coûteux qui n'ont pas forcément un retour sur investissement. Alors ma question est simple et courte. Y a-t-il au sein de l'UMP une réflexion qui est menée pour essayer de concilier recherche et économie? Autrement dit, y a-t-il des secteurs à prioriser, par exemple les filières d'excellence? On va poser les questions à 2 personnes, si vous voulez bien, ici sur scène. Laure de la Rodière, qui est députée d'Eure-et-Loire et secrétaire nationale de l'UMP en charge du numérique. Et je poserai aussi les questions à Nathalie Kosciusko-Morizet, Madame la Ministre, si vous voulez bien, juste après. Laure de la Rodière, d'abord, bonjour. Oui, bonjour. C'est bien sûr que nous avons en France des filières d'excellence et c'est toute la réflexion que nous avons eue et que le président de la République a voulu avoir dans le cadre des investissements d'avenir. Et vous savez, je vais prendre 2 exemples. On a par exemple la filière santé. Nous sommes un des leaders mondiaux
en matière de recherche biomédicale. Et donc, nous voulons, avec les infrastructures hospitalières et de centres de recherche hospitaliers que nous avons, investir massivement en matière de recherche biomédicale afin d'avoir des leaderships sur des positions, par exemple, de soins du cancer, de lutte contre le cancer, Oui. pour naturellement en faire bénéficier les Français en premier, mais aussi exporter ce savoir-faire. Et l'autre secteur que je voudrais citer naturellement, c'est la filière du numérique. Nous avons la possibilité aussi en France, à cause d'infrastructures de bonne qualité, à cause de formation et de talent dans le domaine du numérique, à être leader européen en matière du numérique. Et l'intérêt du numérique, c'est que c'est une filière de croissance par excellence. Les 15 dernières années ont vu 700 000 emplois nets créés dans le numérique. C'est 25% de la croissance du PIB en France pour seulement aujourd'hui 3,2% du PIB. Et merci d'apporter donc, ces chiffres. Je suis sûr que Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est votre quotidien, Madame la Ministre. Je ne doute pas que vous saurez continuer à répondre là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Laure, ne m'en veuillez pas. Vous savez, je tiens une pendule dans mon oreille parce que nous sommes en direct ce soir. D'abord, Voilà. Laure a raison. Et ça va bouger en plus dans les semaines qui viennent avec le développement, ce qu'on appelle l'open data à la française, la mise à disposition des données publiques, qui est une autre façon de mettre du fuel dans l'économie. Alors, puisqu'on parle de fuel, on va en parler d'un peu d'écologie, voilà, du non-polluant. Et je voudrais juste vous dire que vous reteniez une chose. 2008-2009, on a cette crise économique. Il y a un secteur, une filière qui ne débauche pas et qui continue à créer de l'emploi et à exporter avec une balance commerciale toujours positive, c'est les éco-industries. Les éco-industries, ce n'est pas les emplois de demain, comme on le dit parfois, c'est les emplois d'aujourd'hui. Pour peu qu'on fasse les formations nécessaires, pour peu qu'on suive les sentiers du Grenelle et qu'on garde en tête cet objectif de l'emploi sans nous laisser happer par des dérives idéologiques qui sont celles que voudraient nous imposer les socialistes. Ça rime à quoi de se poser la question sur un coin de table, sans étude d'impact, sans experts, de dire allez, on fait 70%, 50% ou quoi de nucléaire? Notre stratégie à nous, c'est de dire on développe des filières industrielles renouvelables et on crée de l'emploi. C'est l'appel d'offres sur l'éolien offshore, 6 gigawatts. On en attend plus de 10 000 emplois sur toute la façade ouest. Et c'est de l'emploi pour tout le monde. C'est pas que des ingénieurs, c'est pas que du service, c'est de l'emploi ouvrier. C'est l'ouvrier de Saint-Nazaire qui avant était dans des bateaux qui sont plus forcément ce qui se fait aujourd'hui et qui va être recyclé dans les éoliennes offshore. Et c'est pareil à Cherbourg. Tiens, on n'est pas rancunier. À Cherbourg, le maire est socialiste. Eh bien, il aura quand même peut-être des éoliennes offshore et l'emploi qui va avec. Une dernière chose, quand même, un parti et un mouvement qui a réussi à choisir entre Nicolas Hulot et Eva Joly, qui a réussi à faire envisager au dit Nicolas Hulot d'aller faire le tour du monde avec ses enfants pendant 1 an. Celui qui avait été fortement engagé dans la campagne présidentielle de 2007, pas comme homme politique, mais comme porteur d'une belle ambition, d'une passion. Ce parti-là mérite quelques vérités. En revanche, il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber, c'est que Nicolas Hulot a été réélu tout à l'heure président de la Fondation Nicolas Hulot. Et moi, je trouve que c'est bon pour l'écologie, c'est bon qu'il reste là. Les Verts, ils n'en ont pas voulu. Je ne dis pas qu'il a envie de faire de la politique, mais enfin, c'est bon qu'il soit présent pour la campagne. Et si les Verts n'en veulent pas, je crois que tous les Français en veulent. Et merci de le dire sans sectarisme, Madame la Ministre. Valérie Rousseau-Debord. Merci. André Leroy, vous êtes agriculteur, une profession chère au cœur de Bruno Le Maire. Vous avez subi différentes crises au cours des dernières années qui viennent de s'écouler. Quelles questions vous souhaitez poser aujourd'hui? Alors, eh bien, tout d'abord, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Voilà, aussi félicitations à votre logo du groupe. Courage. Courage, parce que l'agriculteur, il connaît. L'agriculteur, il a du courage. Voilà. Oui. C'est bien de le souligner. Vous aviez une question à poser, André. Oui, j'ai une question à poser à monsieur Bruno Le Maire et monsieur Fasquelle. En fait, c'est l'harmonisation des charges et du coût de production à travers tous les pays européens. C'est tout simple, mais bon courage.
Bon courage pour la réponse, c'est ça? Parce que je crois Daniel Fasquelle. que vous êtes en train de décourager les jeunes. Alors, Daniel Fasquelle est député du Pas-de-Calais et secrétaire national en charge du tourisme. Et il répond évidemment avec l'assentiment de M. Bruno Le Maire, bien sûr. Il est là en voisin. Et député du Pas-de-Calais, qui est un département rural, je comprends tout à fait votre remarque, elle est vraiment justifiée. Alors on a dit à plusieurs reprises depuis le début de notre réunion qu'il fallait simplifier les normes, et je crois qu'il faudra les simplifier en priorité dans le domaine agricole, mais aussi d'ailleurs dans le domaine de la pêche, parce que les marins-pêcheurs tiennent le même discours. Il faut aussi unifier les normes à l'échelle de l'Europe, parce qu'il y a aujourd'hui un dumping social ou fiscal qui s'exerce à l'intérieur de l'Europe. Il faut aussi une Europe qui se défende mieux face à la mondialisation. Il faut aussi qu'on construise des filières d'excellence. Bruno Le Maire l'a fait dans le domaine, par exemple, de l'élevage et des bovins. On voit que les exportations ont augmenté de 178% depuis le début de l'année hors Union européenne et de 8% dans l'Union européenne. Et ça, c'est grâce au travail de Bruno Le Maire et de l'ensemble de nos agriculteurs organisés en filière. Et puis, il faut aussi innover. On le montre dans le Nord-Pas-de-Calais avec la création des pôles de compétitivité aquimer et puis nutrition, santé, longévité. Dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, on peut également innover et avec du courage et de la volonté, eh bien, on créera dans ce domaine également les emplois qui nous manquent. Merci. Merci Daniel Fasquelle. Bruno Le Maire, un mot pour compléter. Juste une toute petite illustration en réponse à notre ami agriculteur ici. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs porcins. Vous savez que nous sommes le seul continent au monde à avoir des règles de bien-être animal et que nous avons décidé qu'à partir de 2013, toutes les truies allaitantes, au lieu d'être élevées dans des cages, devaient disposer de 2,5 mètres carrés pour s'ébattre à leur aise. Voilà, c'est la décision qui a été prise par l'Union européenne d'ici 2013. Parfait. À partir de là, il faut reconstruire toutes les exploitations porcines françaises pour laisser 2,5 mètres carrés à chaque truie porcine. Ce n'est pas gratuit, ça coûte cher, il faut payer, c'est près de 400 millions d'euros. Eh ben, nous, on veut bien le faire, mais à une condition, c'est que tous les autres pays européens le fassent, et à une deuxième condition, c'est qu'il y a un principe de réciprocité et qu'on n'importe pas massivement des truies venues de pays étrangers, que ce soit l'Amérique du Sud ou ailleurs, qui, elles, ne respectent aucune des règles environnementales ou de bien-être animal que nous nous imposons. Et on parle bien là de concurrence équitable. Merci, Monsieur le Ministre. On va saluer Véronique Ardouin qui est avec nous. Bonsoir, Madame. Je n'ai plus le droit de dire Mademoiselle, donc je dis bonsoir, Madame, à tout le monde. Je regarde Roselyne Bachelot en disant cela. Véronique Ardouin, vous êtes commerciale. Une question à poser ce soir. En fait, j'ai une double question. Ça concerne en fait les jeunes sans formation. Sans formation parce qu'à un moment donné, dans leur parcours scolaire, ils se sont égarés. Oui. Et aujourd'hui, ils veulent s'en sortir, ils ont ce courage-là, justement. Qu'est-ce que vous proposez ? Et la deuxième question, c'est un exemple concret qui est dans la salle. C'est quelqu'un qui a 51 ans et ça fait 26 ans qu'il travaillait dans la même société. Il a été licencié et aujourd'hui, on lui dit que c'est un senior et il a des difficultés à retrouver un emploi. Des questions que l'on entend malheureusement. Merci de vous faire la porte-parole de ces questions. Bernard Gérard est député du Nord et maire de Marcq-en-Barœul. Monsieur le député, bonsoir. Oui, bien sûr, c'est une question absolument fondamentale et vraiment dans le Nord où nous avons un capitalisme familial qui est extrêmement important et marquant, je pense que la première chose qui est importante, c'est le capital humain qui ne doit jamais servir de variable d'ajustement dans nos entreprises. Nous, nos entreprises ne sont pas tributaires de grands fonds de pension qui doivent rétribuer donc d'abord leurs actionnaires. Et donc nous voulons mettre dans notre projet à la fois la formation professionnelle, à la fois la formation en alternance et l'apprentissage au cœur de nos préoccupations, avec des idées forces très importantes, à savoir sur les 5 ans, porter à 1 million le nombre d'apprentis dans notre pays. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, mais aussi de permettre aux jeunes, à partir de 14 ans, s'ils le souhaitent, de pouvoir accéder à l'apprentissage, mais également, parce que c'est une évidence et que tout le monde en parle depuis très longtemps, mais également de pouvoir revenir dans la filière de formation générale pour que, effectivement, ce ne soit pas... Mais je vous en prie, c'est la chaleur sur scène, on ne se rend pas compte. Voilà. Je vous laisse terminer. Voilà, tout simplement parce que nous souhaitons qu'on puisse revenir dans la filière générale. Mais ce que nous souhaitons également, c'est que l'on puisse créer
un compte épargne formation qui serait également une réponse à la question qui est posée par Madame à l'instant. Nous considérons que ça c'est extrêmement important, cette formation tout au long de la vie, pour pouvoir revisiter les métiers qui sont en mutation au sein de nos entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le député maire de Marcq-en-Barœul. Sébastien Leblanc, vous êtes responsable des Jeunes Pop du Nord. J'en profite pour saluer tous les Jeunes Pop ici présents et tous les membres de l'UNI. Bravo. Vous allez avoir une place très importante dans cette campagne et on compte sur vous. Votre question, Sébastien. Alors moi, ma question concerne la dette de notre pays. Donc on comprend bien que le gouvernement, l'UMP, veut absolument relancer un élan économique dans notre pays. Mais la dette française ne risque-t-elle pas de nous mettre dans la même situation que la Grèce malgré tous nos efforts, a-t-on véritablement les moyens de surmonter notre dette? Question que beaucoup doivent se poser ici, ce soir particulièrement. Jérôme Chartier va vous répondre. Sébastien, depuis 1974, on finance notre modèle social et tout simplement la France avec de l'endettement qui pèse sur nos enfants et nos petits-enfants. On l'a vu avec la crise aujourd'hui, ce modèle-là est terminé. Il faut donc qu'on en trouve un autre. Et le principe que l'UMP propose, c'est de se fixer un objectif et de s'y tenir. L'objectif, il est simple. C'est un objectif zéro déficit pour 2016. Ça veut dire des efforts, mais ça veut dire des efforts sans remettre en cause toutes les priorités qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Pour que la France se réindustrialise, pour que la France innove, soit compétitive, que la France conserve, sauve son modèle social qui, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, fait sa fierté et son originalité partout dans le monde. Alors, c'est se fixer un objectif, zéro déficit en 2016, et s'y tenir, Sébastien, c'est la capacité d'un homme. En l'occurrence, cet homme, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, depuis 2007, c'est la deuxième crise qu'il affronte et je dirais qu'il surmonte, avec, on le voit, un talent inégalé et une détermination totale. Alors, juste un exercice comme ça pour sourire. Imaginez, Sébastien, à la place de Nicolas Sarkozy, l'un des candidats à la primaire. Allez, Manuel Valls, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, François Hollande. Je suis sûr, Sébastien, que vous avez la réponse et vous savez qui il faut soutenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérôme Chartier, de votre intervention. Nous rentrons maintenant, nous feuilletons ça et là toutes les questions que vous pouvez vous poser au quotidien. On va rentrer dans une deuxième partie, si vous voulez maintenant. On va parler d'un système social généreux, avec une formule qu'apprécie particulièrement Jean-François Copé, avec des droits et des devoirs. On regarde un petit film et on se pose les questions juste après. L'emploi a été particulièrement touché par la crise économique et financière que nous traversons. Face à cette crise historique, la majorité présidentielle concentre tous ses efforts pour sauvegarder nos emplois et nos entreprises. Et pour créer de l'emploi, il faut favoriser l'insertion et l'accompagnement des jeunes. C'est pourquoi nous avons voté 2 plans. Le plan jeune, c'est 1,3 milliard d'euros pour favoriser l'accès à l'emploi de 500 000 jeunes diplômés ou sans qualification. Et le plan Agir pour la jeunesse, ce sont 500 millions d'euros dont la moitié sera attribuée au RSA Jeunes pour un total de plus de 160 000 jeunes bénéficiaires. Le RSA, c'est aujourd'hui plus de 1 200 000 foyers qui continuent à toucher l'ancien RMI, mais c'est aussi plus de 700 000 foyers, ce qui fait 1 400 000 personnes qui, lorsqu'elles travaillent quelques heures de plus, gagnent effectivement plus et ont intérêt à le faire. Et pour soutenir l'emploi des seniors aussi très affectés par la crise, nous avons supprimé la dispense de recherche d'emploi pour les seniors, mis en place une aide à l'embauche des chômeurs de plus de 55 ans et accordé une aide allant jusqu'à 2 000 € pour toute embauche nouvelle d'un chômeur de plus de 45 ans. Pour renforcer la solidarité nationale, nous avons pris des mesures concrètes. Nous avons sauvé le système de retraite par répartition grâce à une réforme ambitieuse et juste qui reporte progressivement l'âge de départ à la retraite à 62 ans pour prendre en compte l'augmentation de la durée de la vie. Nous avons réformé l'hôpital en modernisant notre système de santé pour permettre un meilleur accès à des soins de qualité.
La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire redéfinit l'organisation du système de santé. Plusieurs plans de santé publique ont été adoptés. Le plan Alzheimer met en place 44 mesures visant 2 cibles prioritaires, les malades et leur entourage. Le plan cancer vise à améliorer la formation, la prévention, le dépistage et la recherche. Et le programme national de développement des soins palliatifs crée une allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie. C'est donc la deuxième partie dans laquelle nous rentrons ensemble. On va parler de ce système social généreux avec ses droits et ses devoirs. Beaucoup de questions, mais vous attendez tous des réponses et surtout des propositions dans ce projet. Et on va tout de suite commencer avec Madame Martine Gillon, qui est vice-présidente de la Maison de l'Emploi et présidente d'une mission locale. Vous voulez nous parler d'emploi ce soir, Madame Gillon, vous avez la parole. Bonjour à tous. Ça fonctionne, allez-y Martine, je vous en prie. Alors, je suis en contact permanent avec des gens en difficulté, voire en grande difficulté. Ce qui m'incite à poser comme question, pourquoi ne pas envisager un RSA avec des droits et des devoirs pour permettre à la fois de donner de son temps à la société oui. et en même temps de mettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et même reprendre une formation. Merci de nous avoir apporté cette interrogation. Alors, Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, va vous répondre. Nous avons un système social extrêmement généreux et pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, nous l'avons conforté. Et aucune des politiques sociales n'a régressé, bien au contraire, et ça, il faut le saluer. Mais notre système social, il doit aussi être bien géré et bien géré pour tous. Il ne faut pas opposer générosité et bonne gestion. Nous avons d'énormes défis qui nous attendent devant vous. La dépendance des personnes âgées, Marianne Monchamp pourrait en parler, Valérie Rousseau-Debord aussi, et le traitement de la pauvreté, de ces publics durablement exclus de l'emploi. Donc il faut, j'allais dire, s'occuper de 2 publics. Ceux qui sont très près de l'emploi, pour lequel le RSA a été une continuité un peu de leur perte d'allocation chômage. Ces gens-là, évidemment, ils n'avaient pas intérêt à travailler dans l'ancien RMI. Et nous avons voulu, avec le RSA, apporter un vrai plus. Un vrai plus, pas loin de 170 € par mois, pour qu'on ait intérêt à reprendre le travail. Mais les socialistes, ce qu'ils voulaient, c'est de dire finalement, on va abandonner dans le système du RMI des gens dont on pense qu'on ne peut rien faire. Et là, on va les laisser véritablement dans l'assistance. Eh bien, nous avons voulu, avec Marc-Philippe Daubresse, faire ce contrat unique d'insertion. Un contrat d'une journée, parce qu'il y a des publics qui n'ont pas les fondamentaux, qui ont des gros problèmes de santé, qui ont des gros problèmes d'addiction, qui n'ont pas travaillé quelquefois depuis 15 ans ou 20 ans. Ils sont dans le système depuis le début, depuis la création du RMI. Il y a 20 ans qu'ils ne travaillent plus. Et nous voulons offrir une véritable chance à ces publics durablement exclus de l'emploi. Et nous créons ce contrat unique d'insertion de 7 heures. C'est une idée de Marc-Philippe Daubresse pour dire que dans notre système, qui est un système généreux, qui est un système bien géré, chaque Français a sa chance, même ceux qui au départ en ont le moins. Et le président de la République a dit quelque chose de très fort dans son discours de Bordeaux. Il a dit c'est pas la réforme qui va tuer notre système social, c'est au contraire l'immobilisme qui risque de le tuer. Et à l'UMP, nous refusons l'immobilisme. Merci beaucoup Roselyne Bachelot, merci Madame la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Merci tout particulier parce que vous êtes venu faire un aller-retour pour rencontrer ici les militants du Nord. Vous êtes obligés de nous quitter, mais je suis sûr qu'ils auront apprécié votre passage, même éclair, auprès d'eux aujourd'hui. Roselyne Bachelot. D'autres questions? Je reviens vers vous, Caroline Vannier. Vous aviez d'autres questions à nous poser, notamment sur le système social. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste ici dans la région. Je vous laisse poser une autre question si vous le souhaitez. C'est vrai que notre système social est magnifique, mais je trouve qu'il est mis à mal avec la fraude, l'assistanat. Alors que faut-il faire justement pour le garder, pour le protéger? Parce qu'il est vraiment très bien. Voilà, merci. De le souligner ici, Éric Woerth. Vous allez certainement pouvoir répondre à Caroline Vannier. Éric Woerth, bonsoir. Bonsoir. C'est... merci. C'est... merci. C'est difficile de lutter contre la fraude. C'est aride. C'est pas facile. Et la fraude aujourd'hui, probablement, c'est
difficile à évaluer, mais c'est une 60aine de milliards d'euros, à peu près 20 dans le champ social et probablement 30 à 40 dans le champ fiscal. Donc, on a commencé, dès 2006 d'ailleurs, c'était Jean-François Copé qui était mon prédécesseur au budget, on a commencé à lutter très fermement contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, et puis également contre la fraude sociale. Il n'y a pas de justice sociale sans lutte contre la fraude sociale. C'est ce qu'on doit bien comprendre. Et nous avons, dans le champ social notamment, réalisé d'assez belles performances avec les caisses d'assurance maladie, avec les allocations familiales, avec toutes celles et tous ceux qui, tous les jours, luttent contre la fraude pour essayer de rétablir la justice sociale. Alors, ce qu'on voudrait, c'est aller plus loin et aller plus vite probablement, pour rétablir chacun dans l'égalité. Et on fait 3 propositions. La première, c'est en fait de concentrer un peu mieux le travail de lutte, la coordination entre la fraude sociale, de lutte entre la fraude sociale et la fraude fiscale. J'ai créé une délégation nationale à la lutte contre la fraude. Celle-ci doit voir ses pouvoirs renforcés. On propose également de faire une carte sociale sécurisée, de faire en sorte que chacun ait une carte dans laquelle s'inscrivent au fond l'ensemble des prestations auxquelles il a le droit, ce qui permettra en réalité de bien individualiser ces prestations et d'éviter un nombre de problèmes tout à fait considérables. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra le faire. Et puis le 3e point, c'est aussi d'avoir une sorte de fichier, car tout passe au fond par l'informatique. Un fichier qui répertorierait voilà, l'ensemble des fraudeurs pour, au fond, faire en sorte que les sanctions soient progressives et bien réelles. Pour qu'un système soit généreux, il ne doit pas être fraudé. Merci beaucoup, Éric Woerth, pour votre regard. Marie-Josée Sénéchal, vous êtes militante UMP, vous aussi, vous êtes retraitée grâce à la réforme courageuse, on parle de courage ce soir, que nous avons menée avec le gouvernement et singulièrement avec Éric Woerth. Votre retraite, elle est garantie. Vous avez été auparavant conseillère pédagogique dans un lycée privé. Quelles questions vous souhaitez poser ce soir? Alors moi, j'ai travaillé en milieu scolaire, donc au contact de nombreuses familles qui s'inquiètent aujourd'hui. On entend dire que la gauche semble vouloir modifier le calcul des allocations familiales et supprimer le quotient familial. Alors ma question est simple. Est-ce que que fait l'UMP pour soutenir les familles? Merci d'autres questions. Madame Marianne Monchamp, ministre notamment en charge de ces questions. Bien oui, vous avez raison, madame. Quand on regarde le programme du Parti socialiste, on se désole parce que 17 millions de familles en France n'ont pas de réponse. Et même le fait de vouloir toucher par la mise sous condition de ressources aux allocations familiales, c'est porter un coup de canif au pacte social dans notre pays et à l'esprit des pères fondateurs du Conseil national de la résistance. Supprimer le quotient familial, chers amis, c'est tout simplement affirmer qu'avoir un enfant ou en avoir 4, ça veut dire qu'on paye de la même manière l'impôt et donc on ne reconnaît pas à la famille le fait d'être, comme disait quelqu'un, cette base sécure dans la société, celle à partir de laquelle on construit le lien social. Alors le président de la République, quand il réaffirme, c'était encore dans ce discours de Bordeaux, mardi, que notre politique familiale est la plus généreuse et surtout la plus efficace au monde, il a raison et il ne fait pas que le dire, il ne fait pas qu'affirmer une vérité. Il peut afficher un bilan, celui de notre majorité, qui avec 1,5 milliard d'euros de revalorisation des prestations familiales, qui avec la création de 200 000 places en crèche, c'est tout le programme de Nadine Morano, qui avec cette idée chevillée véritablement dans les convictions de notre famille politique, c'est que nous ne sommes pas des adeptes des guichets sociaux, mais que nous, au bout de l'aide, nous croyons au rétablissement de nos compatriotes, nous croyons à leur capacité à entreprendre. Alors, effectivement, ce bilan, nous pouvons le porter très fort, et même dans la crise, quand un gouvernement est capable de décider très vite d'une aide, 150 € pour 3 millions de familles avec des enfants en bas âge, alors ça veut dire que nous croyons à la politique de la famille et que nous croyons à notre pacte social. Merci Marianne Monchamp pour ces convictions affichées ici. Je voudrais que l'on retourne vers vous, Nadine Saumon. Je rappelle, vous êtes une syndicaliste du syndicat FO, déléguée. D'autres questions que vous souhaitiez poser ce soir à tous vos invités, puisque ce sont vos invités. Merci. Rebonsoir. Alors, dans ma fonction en fait, de déléguée syndicale, je rencontre souvent des gens qui sont au chômage et qui se plaisent au chômage parce qu'ils ont une indemnité de 23 mois.
Et ensuite, bon, ils attendent ça, tranquille. Et après, c'est très difficile pour eux de reprendre le chemin de l'emploi parce qu'ils ne sont plus très motivés. Et je voulais savoir si le gouvernement comptait faire quelque chose pour éviter ça, justement. Une question, et redonner une motivation à ces personnes parce que c'est un peu l'assistanat. Et pour le retour à l'emploi qui est votre question. Tout à fait. Je propose à Camille Bedin de vous répondre. Camille Bedin, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale à l'UMP en charge de l'égalité des chances. Oui, bonsoir à tous. La proposition que nous faisons ce soir, madame, elle est courageuse, elle est responsable et elle choisit de dire la vérité sur ce sujet aux Français. La vérité, c'est qu'il y a un fléau dans notre pays, c'est que le problème, l'épreuve, ce n'est pas le drame, ce n'est pas de tomber au chômage, mais c'est d'y rester. C'est de rester au chômage. Parce qu'on le sait tous dans notre entourage, à un moment donné, quand on est au chômage et qu'on y reste, plus le temps passe et moins on a de chances de retrouver un emploi. C'est ça la vérité aujourd'hui. Eh bien, quand on regarde dans les autres pays, il y a un levier, il y a un outil pour remédier à ce problème-là. Cet outil, ça s'appelle en termes un peu techno, la dégressivité des allocations chômage dans le temps. Ça veut dire tout simplement qu'un chômeur touche davantage au moment où il perd un emploi qu'au moment où il en retrouve un. Cette mesure-là, c'est une mesure courageuse. Elle ne peut se faire que dans deux conditions. La première, c'est qu'évidemment, ça peut se faire que dans la France de l'après-crise. Ça peut se faire qu'au moment de la reprise économique et donc de la relance avec la reprise de l'emploi. Et la deuxième condition, c'est que... Je l'ai oublié. On va la trouver. La deuxième condition, c'est que bien sûr, voilà, c'est évident, ça va avec l'accompagnement individualisé des chômeurs, parce qu'on ne peut pas traiter un cadre sub de 30 ans qui a fait une grande école comme quelqu'un qui a 50 ans, qui vient de perdre son emploi et qui est d'un milieu moins favorisé. Donc il faut accompagner individuellement, et je terminerai en disant que, alors que les socialistes ont choisi la survie par l'assistanat, eh bien nous choisissons avec cette proposition le courage et la dignité par le travail. Merci Camille Bedin. Nicolas Papiachvili, je reviens vers vous. C'est vous qui allez poser la dernière question sur notre système de protection sociale. Vous êtes avocat, je le rappelle, et bien sûr militant à l'UMP. Alors, je me permets de revenir sur notre système social. Celui-ci, il est connu de tous qu'il offre beaucoup de droits. Mais où sont les devoirs quand je vois comment certains peuvent en profiter? Alors, je me demande comment, justement, on peut réussir à équilibrer les droits et les devoirs. Merci, c'est Marc-Philippe Daubresse qui vous répond à ce sujet. Marc-Philippe. Alors, 3 principes simples. Le premier, Roselyne l'a évoqué juste avant moi, vous l'avez entendu. On a imaginé un système de droits et de devoirs sur les 1 200 000 foyers qui sont au RSA, alors qu'on ne le faisait pas jusqu'ici, sauf ceux qui sont médicalement hors d'état de pouvoir le faire, bien sûr. On va offrir au moins un contrat d'insertion. Et il faudra accepter ce contrat d'insertion pour toucher son allocation. Ça s'appelle des droits et des devoirs. Deuxième principe simple, et j'en ai discuté directement avec le président qui a très bien accepté ça, qui m'a dit « d'accord ». Je lui ai dit « mais quand ils vont reprendre un boulot, même si c'est une journée par semaine, toute peine mérite salaire ». Il m'a dit « d'accord ». Donc ça veut dire que quelqu'un qui est aujourd'hui au plus bas du plus bas, une personne isolée à 441 € par mois de RSA, il va avoir avec ce système 170 € de plus. C'est pas Byzance, mais ça change quand même les choses. Troisième principe, donc notre système, notre modèle reste généreux. Mais troisième principe, il n'est pas acceptable que quand vous êtes au boulot, que vous êtes au SMIC, que vous êtes même, et Nadine en sait quelque chose, 10 ans, 15 ans, et que vous êtes toujours proche du SMIC, et que vous bossez, que vous puissiez avoir plus que celui qui a une allocation, toute condition familiale étant équivalente. Et donc, bien sûr qu'on va garder les allocations logement, bien sûr qu'on va garder la protection sociale, mais il faut que notre système est riche ce principe et donc qu'on plafonne à 75% les prestations sociales pour qu'on garantisse que toute personne qui travaille, quelle que soit la situation, à condition familiale équivalente, a toujours intérêt à faire 1 heure de plus plutôt que de rester dans un système d'assistanat. Merci Marc-Philippe Daubresse. On va être amené à clore dans quelques instants cette rencontre, cette première convention
vous présentant le projet 2012, Jean-François Copé. Peut-être quelques mots de satisfaction. Je vous vois satisfait ce soir d'avoir pu échanger avec vos militants et de lancer cette première grande convention ici. Je crois surtout qu'on a, à travers tout ce qui a été déroulé depuis le début de cette convention, à rythme soutenu, mais c'était la règle du jeu, l'ébauche d'un projet économique et social qui correspond exactement aux défis que nous devons relever. Dans un instant, c'est Nathalie, Bruno et moi, nous lui avons demandé de faire la conclusion de cette convention et de nous livrer ses réflexions personnelles de femmes engagées en politique sur ces sujets. Avant de lui céder la parole, peut-être rapidement 2 ou 3 mots de réflexion pour vous, parce que vous allez être amenés sur le terrain à expliquer tout ça et à dialoguer avec les Français. Il y a une première chose que je voudrais vraiment que chacun ait à l'esprit. Ce que nous proposons là, c'est en réalité les conditions pour que la France, qui est sur la même ligne de départ que les autres pays européens, reste dans le peloton de tête, reste le pays moteur avec l'Allemagne de la construction européenne. En disant que le prochain quinquennat sera celui de la règle d'or budgétaire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est clair sur le respect intégral des engagements de réduction des déficits publics de la France. Pour l'État, pour les collectivités locales, je pense en particulier à ces régions et départements socialistes qui dépensent et embauchent à tout va, en totale impunité intellectuelle. Deuxième élément, que ce soit donc bien les conditions de production dans notre pays qui soient mises en exergue pour préserver notre modèle social. Donc oui, la question du temps de travail, on l'a dit, on l'assume. Il y a derrière ça l'invitation pour chaque Française et chaque Français à faire du travail la clé de voûte de la croissance et du pouvoir d'achat de demain. Donc c'est vrai, les 35 heures intangibles, ça ne peut pas continuer comme cela. C'est un coût considérable pour l'État qui paye 12 milliards d'euros par an en allègement de charges sociales pour compenser la RTT. 12 milliards d'euros, ce sont des sommes considérables. Cela ne peut pas tenir ainsi, d'où cette formule qu'Hervé Novelli évoquait tout à l'heure, que Bruno Le Maire a présentée également, qui est de dire par branche, par entreprise, par secteur économique, on organise via le dialogue social le meilleur temps de travail, la meilleure organisation du travail possible. C'est, d'autre part, cette fameuse fiscalisation anti-délocalisation, et je vous demande vraiment que ce terme soit diffusé parce qu'il est très pédagogique, c'est de faire en sorte qu'on ait une fiscalité anti-délocalisation. Voilà, notre but, c'est que nos entreprises aient les conditions de produire en France. Exemple, aujourd'hui, les entreprises étrangères, quand elles nous vendent des produits, qu'elles viennent de Chine, d'Inde, du Brésil, elles nous les vendent en France. Elles ne payent pas de charges sociales, mais elles payent de la TVA. Si on va sur la TVA et pas sur les charges sociales, eh ben vous avez bien compris la différence. Ça veut dire qu'on a de meilleures conditions de compétitivité. Mais comme on est des gens équilibrés, qu'on est des gens attentifs au pouvoir d'achat des Français, la TVA, et Bruno l'a rappelé, ne peut pas être un seul élément comme ça venu de nulle part. D'où l'idée d'un bouquet de fiscalité pour compenser la baisse des charges sociales, dans lequel on mettra de la TVA peut-être, de la CSG peut-être, de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, ou de la fiscalité écologique. Troisième point majeur, les PME. On le dit, on va le marteler tout au long de cette campagne. Les PME en haut du podium. C'est elles qui créent de l'emploi. C'est elles qui, en grossissant, en se développant, d'où l'intérêt de faire sauter les seuils aussi, passage de 9 à 10 salariés, de 19 à 20, de 49 à 50, en faisant des seuils beaucoup plus souples pour permettre aux entreprises de croître, d'être des entreprises de 150, 200, 500, 1000, 2000 salariés, ça reste des entreprises de taille moyenne, elles s'adossent sur les grands groupes français et elles vont chercher la croissance à l'étranger pour vendre des produits made in France à l'étranger et ainsi que la marque France soit une marque de compétitivité et d'excellence qui mette là aussi les Français qui travaillent à l'honneur parce que ça aussi, c'est les valeurs de la République telles que nous les voyons. S'ajoute à ça la stratégie de filière et j'insiste là encore comme élément de reformulation, filière agroalimentaire, filière nucléaire, filière verte, filière numérique. Je peux les citer à l'infini. À chaque fois, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour eux, bien entendu, pour leur réussite, mais aussi qui travaillent pour la France. Et je veux vraiment insister là-dessus auprès de vous, l'image qu'a donnée la gauche en fracassant, comme elle l'a fait par des mots blessants, la filière nucléaire, a insulté nos ingénieurs, nos chercheurs,
nos ouvriers qui travaillent aujourd'hui sur les sites nucléaires pour garantir l'indépendance énergétique de la France. Et ça aussi, il faut le rappeler. Et puis enfin, et Marc Philippe a été très clair là-dessus, comme Éric Woerth, de la même manière, les droits et les devoirs, c'est de veiller que notre modèle social soit préservé, qu'il soit donné de manière juste et solidaire et fraternelle à celles et ceux qui, dans notre pays, en ont besoin. C'est vrai, on n'est pas là pour faire d'assistanat, mais on est là, par contre, pour être généreux. Et je voudrais, si vous me le permettez, terminer mon propos par ce dernier mot-là, le mot de générosité. Vous savez, il y a des mots comme ça qu'en politique, on a énormément de mal à prononcer parce qu'on a peur que ce ne soit pas tout à fait du domaine du politique. Parler de générosité, parler de fraternité, parler d'amour. Cette idée selon laquelle, tous autant que nous sommes, ce que nous faisons, c'est pour les autres, c'est pour la France. Et vraiment, je vous le dis, vous êtes militants, militantes, vous êtes engagés et vous avez fait ce choix pour votre pays. Et vous l'avez fait en mémoire de vos parents, par rapport aux valeurs qu'ils vous ont transmises, par rapport à cette idée que nous sommes là pour transmettre un témoin à nos enfants. Et c'est ce qui fait sans doute la différence de marque de fabrique entre notre parti et les autres. C'est que nous sommes profondément attachés à notre patrie, à nos valeurs, que nous voulons que la France reste elle-même, donne le meilleur d'elle-même, et donc dire la vérité, dire qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables, qui ne sont plus supportables, que les abus, que les fraudes, mais aussi tout simplement ce que beaucoup de nos compatriotes disent. Il y en a marre que ce soit la France à 2 vitesses, il y en a marre que ce soit toujours pour les mêmes, il y en a marre que celui-ci abuse et use, alors que pendant ce temps-là, nous, on a du mal. Tout ça est exact. Et donc la générosité, c'est partager, écouter, respecter et le faire en veillant à ce que ce ne soit pas 2 poids 2 mesures et que l'on soit donc à la fois efficace et juste. Et je veux vous rappeler que la France est un pays généreux, qu'il a aujourd'hui le modèle social parmi les plus généreux au monde. En France, bien différent des autres pays, on sait toujours trouver une solution pour celui qui est face à la maladie, face à la désespérance, face à la solitude, face au vieillissement, face à la dépendance, face au chômage. À chaque fois, il y a en France des réponses organisées par nos administrations, par nos associations, par nos concitoyens. Donc, de grâce, ne tombons pas dans la caricature dans laquelle nos adversaires essayent de nous mettre. Soyons fiers de ce que nous sommes et assumons clairement la République des droits et des devoirs pour la France de demain. Merci Jean-François Copé. J'invite Nathalie Kosciusko-Morizet à vous proposer la conclusion de cette première convention présentant le projet 2012. Nathalie Kosciusko-Morizet. Courage. Le courage, ce n'est pas seulement la prise de risque. On n'est pas courageux n'importe où, n'importe quand. On est sur un terrain de bataille. Il ne faut pas oublier ça, puisque c'est le thème de la Convention ce soir. Le courage est une vertu guerrière. Il y a du courage là où on doit se battre. C'est la vertu qu'on manifeste quand on se bat pour une cause. Et on sait que dans votre région, ici à Lambersart, cher Marc-Philippe, cher Daniel, cher Bernard, chers tous, ça a du sens. Donc ce n'est pas seulement la vertu qui permet de faire face au risque, mais c'est celle qui permet de l'emporter. On n'est pas courageux tout seul dans sa salle de bain quand il n'y a pas de combat à mener. Bien, mes chers amis, la politique est une bataille, et surtout en temps de crise. Et c'est une bataille où on prend des risques, avec une responsabilité particulière pour ceux qui gouvernent, pour la majorité qui accompagne le gouvernement, qui ne prennent pas seulement des risques pour eux-mêmes, mais qu'ils en font courir à toute la nation, à tous ceux qui les ont élus, à vous tous présents ici ce soir à Lambersart. Et cette conscience du risque collectif, elle est au cœur de l'engagement politique, et je sais de l'intérieur que le président de la République, sa majorité, nous en avons conscience depuis 2007. Alors la mission que nous ont confiée les Français en 2007, c'était de moderniser la France, de la réformer, de la protéger, de rénover notre modèle républicain et notre modèle social. Notre feuille de route était très simple, il fallait nous battre pour la réforme. Et la crise n'a rien changé à cette mission. Elle en a seulement changé les conditions. Mais notre détermination, votre détermination, elle est entière. La crise, elle nous impose
des contraintes absolument terribles. Elle exige de notre pays des efforts considérables. Des efforts, oui, des efforts, pas des sacrifices, des efforts, parce qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière. Il s'agit de se battre pour la réforme, ça c'est toujours de mise. Nous n'avons pas renoncé à nos objectifs. Mais il s'agit de le faire pour derrière la victoire, le rebond, la sortie de crise, bref, l'espérance. Alors ce soir, dans notre projet, le courage, c'est d'abord le courage d'entreprendre. Le courage, vous le savez tous, il est au cœur de l'engagement entrepreneurial. Il est au cœur des PME qui font tant pour notre pays. Et dans les PME, j'inclus tous ceux qui prennent des initiatives, qui sont engagés dans une forme d'entreprise. Et je pense aussi à l'agriculteur qui nous parlait tout à l'heure. Je pense à l'entreprise qui peut être celle d'un cabinet d'avocats. Je pense à beaucoup de ceux qui se sont exprimés ce soir. Le courage, il est au cœur de ces parcours individuels qui font la très petite entreprise ou qui font aussi l'auto-entrepreneuriat pour quelqu'un qui a une autre activité dont Hervé Novelli nous parlait tout à l'heure. On en a parlé beaucoup. En conclusion, je voudrais peut-être nous inviter à garder deux choses en tête. La première, c'est cette conviction que nous partageons avec Jean-François Copé, avec Bruno Le Maire, avec tous ceux qui ont préparé cette soirée, et avec vous, je le crois, sur ce rôle essentiel que jouent les PME, que joue l'entreprise, et donc le courage au cœur de notre système économique. Les PME, je les ai vues vivre, se développer dans le terrain numérique, Laure de la Raudière l'évoquait tout à l'heure, dans l'environnement, dans le développement durable, je parlais des éco-industries. Les innovations sont les PME qui les portent et qui les développent, et c'est sur elles que nous bâtirons l'avenir. En prenant la direction durable, qui est la seule féconde, qui est celle de la qualité et de la proximité. La qualité, elle doit être notre marque. Elle peut être la marque de la France et de l'Europe. Elle peut être notre argument dans la mondialisation, notre arme dans la bataille que j'évoquais tout à l'heure. Proposions ainsi, par exemple, d'allonger les durées de garantie minimales données par les constructeurs pour tous les produits. Si un industriel doit garantir son produit plus longtemps, mécaniquement, la qualité sera plus élevée, c'est bon pour nos produits. Et si jamais c'est un produit importé, il devra au moins avoir du service en France pour pouvoir garantir et donc créer des emplois chez nous. Voilà une mesure simple, voilà une mesure maligne, voilà une mesure de soutien à nos PME. Nous souhaitons aussi, j'en dis un mot, je voudrais qu'on retienne ces propositions-là, parmi toutes celles qui sont faites, l'installation en France d'un Small Business Act. C'est terrible, vous avez remarqué, on parle de Made in France, de Small Business Act, et en même temps on le fait parce que c'est comme ça qu'on se comprend, et après tout, c'est pas si grave. S'il nous reste que ça de mots importés et d'importation, notre balance commerciale sera bien rétablie. Le Small Business Act, c'est une invention américaine, mais franchement, elle est bien. Il s'agit de réserver une part des marchés publics, des appels d'offres à nos PME pour les aider à se développer, pour les aider à créer de l'emploi. C'est un outil, en fait, pour privilégier les PME, pour tirer profit de leur expérience, tirer profit des solutions qu'elles offrent et leur aider à passer les seuils qu'on évoquait tout à l'heure, utiliser les marchés publics pour faire pour elles des planches d'appel. Elles sont notre trésor national. Nous pouvons, nous devons engager la puissance publique à leur côté. Je vois au moins un responsable des PME devant, il était comme ça. Un mot aussi sur la France qui entreprend, parce que parler des PME, c'est parler de ceux, comme vous, monsieur, probablement, qui entreprennent, et de parler de tous ceux qui prennent des risques aujourd'hui pour que la France ressemble à cette espérance qu'évoquait Jean-François tout à l'heure dans son mot de conclusion. On ne dira jamais assez que l'entreprise est une prise de risque, notamment dans toutes les filières nouvelles qui créent de l'emploi. On parlait de numérique, on parlait d'écologie. Ce n'est pas les filières dans lesquelles les financements sont les plus faciles à obtenir. C'est des filières nouvelles.
Et ceux qui s'y lancent le font parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils croient à leur projet, parce qu'ils veulent se battre. Et se battre pour l'emploi aujourd'hui en France, c'est se battre pour la France. C'est eux que nous voulons accompagner parce qu'ils sont créateurs de richesses. C'est tout le contraire du renoncement. Le renoncement. Un mot qui, je trouve, est très présent déjà dans le profil que nous offre le candidat socialiste et ses propositions. Le renoncement auquel il nous invite. Les socialistes nous disent que tout est figé, que l'espoir n'est pas permis, qu'il va falloir partager, encore et toujours, donc partager de plus en plus petit, assister, dépenser, donner des emplois publics. Mes amis, l'emploi et les richesses, elles se créent, on les crée, nous devons les créer. Et ça, c'est notre responsabilité, et pour le faire, nous devons nous-mêmes prendre des risques. Et je crois que c'est ce que nous faisons ce soir, avec ces propositions, et ce que nous continuerons à faire dans les semaines et les mois qui viennent, en nous acheminant tout doucement vers l'élection présidentielle. Les choix de sobriété et de responsabilité que nous faisons à 6 mois d'une élection nationale montrent à quel point nous ne sommes là ni pour séduire, ni pour dissimuler la vérité aux Français. Nous sommes là pour agir. Et pour agir en vérité, nous acceptons, si proche d'une élection, le risque de l'impopularité. Et nous l'assumons parce que nous pensons que des mesures que nous proposons, notre pays a besoin, et que si c'est le prix à payer pour réformer la France, l'impopularité, alors il faut le payer. Mais nous ne renoncerons pas au discours de vérité. Nicolas Sarkozy l'a porté avant la crise, il l'a porté au travers de la crise. C'est un discours dont la France a encore besoin. D'autant plus, et j'en finis par là, que le risque, s'il est affronté avec courage, il peut être surmonté, et j'en veux pour preuve, cher Éric, la réforme des retraites. Souvenez-vous, l'an dernier, à peu près à la même date, on avait des sondages qui disaient que 40% des Français comprenaient et acceptaient la réforme des retraites. Et d'ailleurs, à l'époque, on se disait que ce n'était pas si mal, parce que c'est quand même pas une réforme très facile, hein. On dit aux gens qu'on va travailler plus longtemps. Un an plus tard, aujourd'hui, ils sont 60% des Français à dire qu'ils comprennent et qu'ils acceptent la réforme des retraites. Et vous savez quoi ? Ils sont 51%, donc ils sont majoritaires parmi les sympathisants de gauche. C'est dire si le courage paye et si le courage porte ses fruits. On peut les applaudir. Alors, chers amis, nous allons garder notre ligne sur le terrain de l'emploi, sur le terrain des PME, je le disais, sur le terrain de l'aide sociale aussi, sur lequel nous défendrons, comme ce soir, des idées simples, des principes simples, que le travail soit plus gratifiant et toujours mieux rémunéré que l'aide sociale, pour sauver le modèle social français, de défendre la valeur travail, de ne pas hésiter à en appeler à l'effort collectif, car les Français, quand on leur dit la vérité, quand ils partagent les objectifs, peuvent jouer collectif. Ne pas hésiter non plus à n'avoir aucune indulgence pour les abus ou pour la fraude, être sévère pour pouvoir être généreux, ne pas hésiter enfin à maîtriser les dépenses avec un objectif de déficit nul de l'État en 2016 et la responsabilité jusque dans notre projet, puisque Jean-François vous le disait tout à l'heure, le chiffrage global sera annoncé plus tard, mais notre projet sera un projet zéro déficit. Ce modèle, il va falloir le rénover. Nous avons fait quelques propositions ce soir, les négociations de branche dans les 35 heures, nos propositions sur la limitation des minima sociaux, améliorer encore et surtout la formation via la limitation des minima sociaux par rapport au SMIC, vous m'avez compris, via une nouvelle expérience de la formation tout au long de la vie. Bref, nous élaborons aujourd'hui des propositions dont nous pensons qu'elles sont courageuses, dont nous pensons qu'elles sont celles dont les Français ont besoin, dont nous pensons qu'avec votre aide, à vous tous, les militants qui pouvez partager ces convictions, les Français en comprendront la nécessité et qui voudront bien les porter avec nous. Nous le faisons, je crois, avec courage et nous le faisons avec Nicolas Sarkozy. Merci à tous. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci Jean-François Copé. Merci Valérie Rousseau-Debord. Merci Marc-Philippe Daubresse de nous accueillir ici. Et Marc-Philippe vous attend avec toute l'équipe à la sortie de cette salle. Un petit mot peut-être.
On va tous chanter la Marseillaise. On est quand même à 2 pas de la maison natale du général de Gaulle. Ne l'oublions pas que si on est tous ici, c'est un peu grâce à lui. Et puis, c'est beaucoup grâce à lui. Et puis, on est chez les ch'tis. Alors, on m'a dit, il faut que tu aies 600 personnes. Vous êtes 1200. Je remercie tous ceux qui sont restés debout là patiemment. Merci d'avoir participé pendant 2 heures à cette séance de travail. Et chez les ch'tis, on boit une chope à la sortie avec Jean-François Copé et toutes les personnalités qui nous accompagnent. Merci à tous, bonne soirée à toutes les 1200 personnes. Et nous serons 1 200 000 et 12 millions en 2012 pour gagner la présidentielle.